Mesdames, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice un peu particulier puisque je vais répondre à de nombreuses questions que vous m'avez posées, à exactement 10 questions que vous m'avez posées, soit par mail, soit dans les commentaires YouTube, soit sur les plateformes des réseaux sociaux, et je vais essayer d'y répondre à cœur ouvert. Alors, pourquoi me suis-je lancé dans la démarche sartoriale? Comment suis-je tombé dans la marmite de l'élégance masculine, dans la marmite sartoriale? Alors, je crois que ça a vraiment démarré pour moi, j'allais dire, au début des années 2000. Jusqu'aux années 2000, je m'habillais totalement différemment, un peu comme tout le monde. Enfin, pas tout à fait comme tout le monde, on en parlera un petit peu plus tard. Mais pour moi, ça a commencé, je dirais, au début des années 2000. Entre 2000 jusqu'en 2005, j'ai commencé, je me souviens, j'avais une espèce de soif de bien m'habiller, ou de mieux m'habiller, ou de m'habiller en tout cas différemment. Et c'est venu aussi avec le fait que je me suis remis à faire du sport. Ah voilà, ça me revient. Au début des années 2000, je me suis remis à faire du sport de manière extrêmement assidue. Avant, j'étais rugbyman quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, j'étais assez costaud. Je prenais soin de mon corps, etc. Puis je me suis un peu laissé aller, j'ai eu des enfants, je me suis marié. Et puis dans les années 2000, je me suis retrouvé entre guillemets sur le marché, puisque j'avais divorcé. Et donc je me suis remis à faire du sport et je me suis remis en forme. Et je pense que c'est peut-être le déclic qui a fait que je me suis retourné vers les vêtements. J'ai eu envie tout simplement d'être plus élégant, plus beau, mieux habillé, plus attirant. J'imagine que c'est ça. J'ai encore du mal à l'analyser aujourd'hui, mais j'imagine que c'est ça. En revanche, la suite, c'est assez facile. Donc, je passais mes samedis à dépenser beaucoup d'argent. J'allais, je me souviens, en Galerie Lafayette au printemps. J'allais dans les grands magasins. J'allais aussi, j'ai une boutique qui a disparu aujourd'hui, qui était Bill Tornade. Je crois que c'était rue Étienne Marcel. J'aimais bien parce qu'il faisait des chemises en voile de coton qui étaient très très sympas. J'ai acheté mes premiers costumes là-bas. J'allais acheter des pantalons Dior, je me souviens, en Galerie Lafayette. Donc je dépensais pas mal d'argent. J'avais assez peu d'éducation sartoriale à cette époque-là. Et puis petit à petit, j'ai commencé à aller chez Gianfranco Ferré pour acheter des vêtements hors de prix, des costumes hors de prix de bonne qualité, mais en prêt-à-porter. Je suis passé un petit peu par chez Armani, comme tout le monde, par chez Kenzo. Je vous l'avoue, je suis même passé par chez Hugo Boss, blasphème pour moi aujourd'hui. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ce sujet. En l'an 2004 et 2005, j'ai eu la chance de passer 2 années en Chine, puisque j'étais producteur de nombreux événements pour l'année de la France en Chine. Vous savez, l'échange culturel entre la France et la Chine. Donc j'avais même un appartement à Shanghai. Là, j'étais encore, ça commençait vraiment à m'intéresser. Et puis quand je suis rentré de cette aventure chinoise, en 2006-2007, là, je suis vraiment tombé dans la marmite. Et je me souviens, je commençais déjà à lire. Je lisais le magazine Monsieur, qui existe toujours. Je lisais Dandy Magazine. Salut Yves Denis, que je lisais, alors que je lis encore de temps en temps. Et je crois que Dandy Magazine, parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César, avait fait un hors-série, il me semble en 2006 ou 2007, sur les tailleurs parisiens, parisiens, ou sur le sur-mesure en général. Et donc j'avais dévoré ce petit guide. Alors je ne sais pas s'il est encore trouvable, c'est un collector aujourd'hui, je pense que moi je ne l'ai plus malheureusement. Et j'avais découvert la maison de Chiffonelli. Et donc en tout début 2007, je me suis lancé, j'ai sonné à la porte de Chiffonelli. À cette époque-là, j'avais quand même progressé pas mal puisque j'étais déjà allé chez Francesco Smalto m'acheter un costume. Alors, même chose, en prêt-à-porter, mais là, on commençait à sentir la coupe déjà, c'était assez joli. Et fort de ça, j'ai sonné à la porte de chez Chiffonelli fin 2006, et mon premier costume a été fait en 2007, et je le porte encore aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans la démarche sartoriale, c'est quand vous mettez le pied dedans, c'est que c'est pas uniquement la notion de bien s'habiller, d'être élégant, de se sentir au meilleur de soi-même, etc. C'est que très très vite, vous découvrez, derrière le fait de bien s'habiller, vous découvrez tout un monde merveilleux, le monde de l'artisanat, le monde des maîtres tailleurs, des maîtres bottiers, le monde du geste en général, le monde de la patience aussi, vous découvrez tout un monde merveilleux en fait qui se cache et que vous ne soupçonnez pas. Moi, quand je me suis intéressé aux vêtements, c'était purement
je ne vais pas dire par égoïsme, ni par égocentrisme, mais c'était pour moi. J'avais envie d'être plus beau, j'avais envie d'être plus élégant. Et puis finalement, et j'avais aucune idée que derrière tout cela se cachait un artisanat qui était absolument fascinant et passionnant. Et je crois que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à ce que je suis en train de dire, parce que quand on met le pied, si j'ose dire, dans cette démarche, alors moi, oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais les chaussures, c'est beaucoup plus vieux pour moi. Depuis que je suis gamin, je suis passionné de chaussures. Mon grand-père était cordonnier, donc je pense que le soulier, ça faisait partie de ma vie quasiment depuis que j'ai 6-7 ans. Ma maman m'achetait les chaussures, je voulais pas les mettre dans la rue pour pas salir les semelles, j'étais déjà assez obsédé sur le sujet. Oui, j'avais oublié. Les souliers, pour moi, c'est venu très très tôt. Enfin, tout de même, quand vous démarrez cette chose, donc vous découvrez derrière le simple fait d'un costume, qu'il y a des gens, et puis qu'il y a un artisanat, et puis qu'il y a des traditions qu'on a complètement oubliées, et puis que malheureusement il y a des métiers qui se sont perdus, et puis que petit à petit, et de fil en aiguille, sans mauvais jeu de mots, j'ai commencé à me passionner pour ce sujet, et j'ai commencé à me dire, après tout, c'est vrai que cette chose-là, qui peut partir, ou qui peut sembler de prime abord quelque chose d'assez égocentré, pour ne pas dire égocentrique, plutôt égocentré, c'est-à-dire vraiment se sentir au meilleur de soi-même et élégant, à partir de là, cette chose mute relativement vite en une passion, parfois dévorante, complètement dévorante en ce qui me concerne, pour ce qui se cache derrière, pour les gens qui font l'élégance, pour les tailleurs, j'allais dire les artistes, parce que pour moi c'est presque des artistes, les grands tailleurs, les grands bottiers, les grands chemisiers, les fabricants d'accessoires, les drapiers, se passionner pour les tissus, comprendre comment tout ça est fait, et petit à petit arriver, presque paradoxalement, à une consommation du vêtement beaucoup plus raisonnée, alors beaucoup plus onéreuse, de prime abord, mais en fait, en réalité, sur le long cours, beaucoup moins onéreuse, ou en tout cas, beaucoup plus raisonnée d'un point de vue de consommation. Donc ça, c'était mon démarrage, et puis après, vous connaissez la suite, c'est de l'histoire. En 2009, il y avait Monsieur Magazine, Dandy Magazine, The Rake n'existait même pas, je crois. Il y avait quelques blogs qui se battaient en duel. Il y avait Ask Andy, qui est un peu le grand-père de tous les forums. Il y avait Will Buckler, A Suitable Wardrobe, qui était un blog qui était aux États-Unis, qui n'existe plus non plus. Il y avait le Style Forum, je crois qu'il n'existait pas encore, qui était à ses balbutiements. En France, je ne sais pas si De Pied en Cap existait déjà, peut-être, mais c'était vraiment le tout début de la blogosphère sartoriale. Il y avait souliers.net, je me souviens, Martin Nimier, qui je crois est médecin dans un hôpital à Paris, qui était passionné de souliers. Il y avait Marc Guyot, qui était assez actif sur la toile, sur les forums notamment. Et puis petit à petit, je suis tombé dans la marmite. J'ai créé Paris Gentleman en janvier 2009, et le reste, c'est de l'histoire maintenant, puisque nous sommes 12 ans après, presque 13, et maintenant on a cette chaîne YouTube, j'ai écrit quelques bouquins sur le sujet, et je me consacre à cet univers de façon à plein temps, donc de façon professionnelle, depuis 2011, avec mon épouse Sonia et mon fils Greg, puis toute notre équipe, Cosmas, notre réalisateur et coproducteur des discussions sartoriales, Andy Julia, Lyle Roblin, nos photographes, etc., etc. Donc c'est une belle et joyeuse aventure, et j'ai pas l'intention pour l'instant d'y mettre un terme. Alors, comment je m'habillais avant ? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais je m'habillais de façon assez rock'n'roll, pour ne pas dire complètement rock'n'roll. D'ailleurs, j'y pense juste là, en répondant à cette question. C'est vrai que j'ai toujours eu cette tendance à ne pas suivre la mode et à m'habiller toujours de façon, on va dire, très personnelle. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, grâce à cette chaîne, grâce à la blogosphère, grâce aux forums qui sont encore très actifs en France et ailleurs, que notre mouvement sartorial va prendre de l'ampleur, et que de plus en plus de gens vont retrouver le goût du beau vêtement et de l'élégance personnelle. Mais moi, je viens juste de m'apercevoir, là, mentalement, qu'en fait, peut-être c'est quelque chose que j'ai en moi. J'aime pas m'habiller comme les autres. Et donc, dans les années 95, entre 95 et 2000, j'allais dire, je portais toujours le même vêtement, quasiment. Je portais toujours un manteau de cuir long qui m'arrivait en dessous du genou. Donc c'était assez marqué quand même comme façon de s'habiller. Des jeans plutôt de bonne qualité, parfois avec des trous, plutôt des Santiago, vous savez, les bottes. Alors j'allais chez Roturo à l'époque. D'ailleurs, je regrette que la maison Roturo, qui d'ailleurs fait une très jolie marque pour les femmes qui s'appelle Freelance, qui font des très 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 beaux escarpins pour femmes. C'est une maison française et qui faisait des Santiago, des bottines Santiago, vous savez, avec le talon biseauté, qui était absolument
magnifique. J'adorais acheter, j'achetais 2 paires de bottes par an chez Roturo. Je portais ça avec un jean, une veste en cuir longue, les cheveux longs, souvent des chemises blanches, toutes simples, les lunettes de soleil à l'extérieur. Bon, voilà, je faisais un petit peu ma rockstar, quoi. Bon, et puis, ouais, c'était mon style. J'étais producteur audiovisuel et j'aimais bien, comment dire, marquer déjà ma différence. Je me souviens, j'ai une anecdote un peu rigolote, c'est que j'étais donc l'un des producteurs de l'année de la France en Chine, donc j'étais entre guillemets un officiel en Chine. J'avais un appartement à Shanghai et je me souviens plusieurs fois, et notamment une fois, j'étais invité, plus exactement convoqué au ministère de la Culture à Pékin. Et je devais être reçu par, alors pas le ministre de la Culture, mais son premier adjoint. Donc quelqu'un de très très officiel, évidemment, en Chine. Et quand je suis arrivé avec mon interprète chinoise, bien sûr, au ministère de la Culture à Pékin, j'avais un trou dans un de mes jeans. C'était un trou qui était fait à dessin, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui me passait par la tête à cette époque-là. J'étais un peu fashion victime. Je portais des jeans à trous, mais enfin bon, peu importe. C'était un peu la tendance à l'époque. Moi, ça me faisait rire, tout simplement. Je trouvais ça un peu très louridien. Je suis un grand fan de Lou Reed. J'adorais sa dégaine. Et voilà, je trouvais ça rigolo de faire ça. Donc, je suis arrivé avec un jean un peu délavé à trous, qui valait d'ailleurs beaucoup plus cher qu'un jean qui n'avait pas de trous, et une veste en cuir, et les cheveux longs. Parce que j'ai les cheveux longs depuis 1998 à peu près. J'ai commencé vraiment à les laisser pousser. Et je me souviens très bien, la personne au ministère de la Culture en Chine me disant, mais je dis, voilà, j'ai rendez-vous avec monsieur untel. Et la personne me regarde de la tête aux pieds et me dit, mais vous êtes sûr? Et je pouvais lire dans son expression que cette personne avait vraiment l'impression que j'étais un coursier, ou que j'étais peut-être le chauffeur, ou le garde du corps de la personne qui allait arriver, mais que ça ne pouvait en aucun cas être moi, la personne qui représentait, alors pas officiellement, mais officieusement, la France, tout simplement, puisque je venais parler avec un haut dignitaire du ministère de la Culture. Donc pour la petite histoire, oui, j'ai aimé m'habiller de façon un peu rock'n'roll pendant de longues années, et puis sans transition, je suis tombé dans le monde du costume et je suis passé d'un style à la Lou Reed. J'ai peut-être eu un passage par David Bowie entre les deux, c'est-à-dire un espèce de mix entre les vestes et les jeans, et puis je suis arrivé très très vite derrière ça vers un style beaucoup plus chic et le style que je porte encore aujourd'hui, puisque le style sartorial, selon moi, est vraiment intemporel. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas qu'on est complètement immunisé au monde qui nous entoure, non. Il y a des choses qui bougent, les tailles de revers bougent, les couleurs bougent, on ne peut pas être complètement isolé, mais disons que c'est un style qui est à 80% intemporel. Quels sont les premiers gestes que je fais le matin? Alors, généralement, je me réveille avant Sonia. Oui, on peut dire même quasiment tout le temps, c'est assez rare qu'elle se lève avant moi. Je me lève assez tôt. Alors peut-être c'est l'âge, mais je me suis aperçu qu'avec l'âge, je me levais de plus en plus tôt, bizarrement. Donc je me lève assez tôt, vers 7h, 6h30, 7h. Le premier geste, rien de très compliqué, hein, je bois du café. Voilà. J'aime bien le café. Je me fournis d'ailleurs j'en profite d'une maison, je crois qu'ils sont à Londres, d'ailleurs j'en suis sûr, ils sont à Londres, qui s'appelle Different Coffee. Et c'est des gens qui font un café, donc pour les machines Nespresso, qui font un café, qui sont que des sélections de grands crus de café. Alors, je suis un grand amateur de vin, mais j'ai découvert plus récemment le monde du café, qui est lui aussi un monde absolument passionnant. Et ces gens-là, Different Coffee, ça porte bien son nom, font du café, donc font des sélections de café qu'ils ont réussi à mettre dans des capsules Nespresso, donc c'est les systèmes de machines, hein, vous savez, machine à expresso, assez rapide. J'ai pas une vraie machine à expresso comme en Italie, j'aimerais bien, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper, et c'est tous les sujets auxquels je m'intéresse, généralement, j'ai besoin de le fouiller à fond, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Mais donc, ces cafés me conviennent très très bien. Vous avez des sélections extrêmement précieuses, de cafés précieux, de Costa Rica, de la Jamaïque, du Brésil, donc c'est une marque que j'adore. Donc, mon premier geste le matin, c'est de boire un café. Non, juste avant, je fais un bisou à ma femme avant de sortir du lit, évidemment. Alors, mes autres passions. Alors, c'est vrai que l'art sartorial et tout ce qui touche à ce qu'on fait dans la vie, j'ai la chance de vivre de ma passion, en plus de le faire en famille, avec ma femme, mon fils, des gens que j'aime beaucoup autour de moi, qui soient mes coproducteurs, mes photographes, tous les copains qui travaillent avec nous. Donc j'ai la chance de vivre de ma passion, et d'ailleurs c'est un privilège inouï d'avoir réussi
à vivre de ma plume d'abord, et puis avec la chaîne YouTube, avec le blog, etc., on a réussi à monter un petit écosystème autour de nous qui fait que nous ne sommes pas riches, mais nous pouvons aisément vivre de notre passion. Donc ma première passion, c'est mon métier tout simplement, c'est la chose sartoriale, c'est l'art tailleur, c'est l'art bottier, c'est tout ce qui tourne autour de l'élégance masculine, mais aussi de façon plus large, tout ce qui tourne autour de l'artisanat traditionnel, et encore plus large, et plus presque sociologiquement parlant, tout ce qui tourne autour du sujet de comment on se comporte en société, des bonnes manières, de la politesse, et puis encore plus largement de la gentillesse, de l'éthique, du savoir-vivre, du savoir-être. Voilà, tous ces sujets m'intéressent et j'y consacre quasiment pas l'intégralité, mais la grande majorité de mon temps. J'ai cependant d'autres passions tout de même. J'aime beaucoup la batterie. Si vous suivez notre compte Instagram ou j'ai dû le mettre sur Facebook aussi, je joue un peu de batterie. Alors je suis pas un grand batteur, hein. J'ai des héros, j'adore Steve Gadd, j'adore Dave Weckl, j'adore des grands batteurs comme ça, Jeff Porcaro. Donc j'aime la batterie de rock'n'roll. J'ai dans mon bureau une batterie électronique. J'écris beaucoup, hein, c'est mon travail. J'enregistre beaucoup d'émissions et puis je joue beaucoup de batterie. Voilà. Mais je reviens aux fondamentaux. Hein. Je joue sur mon training pad, comment dire, mon pad d'entraînement. Je m'échauffe les poignets. J'aime beaucoup travailler le tambour, etc. Voilà, ça me fait du bien. J'adore cet instrument. Je trouve que c'est un instrument qui est assez proche. Mon sport préféré, c'était le rugby quand j'étais jeune. J'ai joué beaucoup au rugby. Et je trouve que la batterie, c'est assez proche de ça. C'est une école de vie. C'est ultra compliqué comme instrument. Ça a l'air... c'est un peu ésotérique, quoi. C'est faire marcher 4 membres de façon totalement indépendante. En plus, c'est un instrument qui est en permanence en lutte avec votre propre cerveau. C'est-à-dire qu'il faut compartimenter son cerveau et faire en sorte que votre main gauche, votre main droite, votre pied gauche, votre pied droit fassent pas la même chose en même temps. Et je peux vous garantir que c'est compliqué, mais ça m'apporte beaucoup. Voilà, ça me calme, ça me permet d'externaliser l'énergie que j'ai intérieure. Et voilà, j'adore ça. Et je suis abonné à un site qui s'appelle drumeo.com que j'adore. C'est des cours en ligne et je m'y consacre beaucoup. Voilà. Alors, mon but, c'est pas de devenir le meilleur batteur du monde parce que malheureusement, j'y arriverai jamais. Mais c'est d'être un batteur correct, capable de jouer tous les styles de musique. Voilà. La seule limite, c'est que je ne joue pas dans un groupe actuellement. J'ai pas beaucoup de temps pour ça. Et c'est quand même un tout petit peu frustrant de temps à autre de jouer tout simplement seul. Alors, je joue par-dessus des chansons. Je joue beaucoup au casque, hein, évidemment, parce que dans une maison, avoir une batterie acoustique, même dans une grande maison comme la nôtre, plutôt dans un village, c'est pas évident de ne pas réveiller les voisins. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, la batterie fait partie intégrante de ma vie. J'aime aussi beaucoup le vin. Alors, bon, si vous suivez cette émission, vous savez, on a reçu Jean-Louis Patelli, qui d'ailleurs, au passage, était à l'époque chez Decelles Villa, qui d'ailleurs depuis s'appelait Decelles et Fils, et qui vient de passer chez Comte de Voguet, qui est une très 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 grande maison de Bourgogne, qui notamment fait des grands Musigny. Je crois qu'ils ont une bouteille qui s'appelle Musigny les Amoureuses. Voilà. Donc ça sort un peu de mon budget maintenant. J'aime beaucoup le vin que fait Jean, Louis Patelli. Donc, alors oui, je suis passionné de vin, j'adore, je collectionne un peu les vins. Alors je suis pas assez fortuné pour collectionner des grosses étiquettes, mais je me documente beaucoup sur le sujet, j'écoute des podcasts, je lis des bouquins, je lis la revue du vin de France, je m'en occupe un tout petit peu, mais j'ai 2 passions particulières. C'est le vin de Bourgogne. Bon, j'habite au nord de la Bourgogne, à côté de Chablis, mais je m'intéresse beaucoup à la côte de Beaune, à la côte de Nuits, et même à la côte chalonnaise, parce que c'est intéressant, et même au Mâconnais d'ailleurs. Toute la Bourgogne m'intéresse. Je trouve que c'est fascinant. Il faut une vie pour comprendre la Bourgogne. Je trouve que ce sont des vins, qui sont presque spirituels, alors au sens propre comme au sens figuré, parce que le découpage des climats, vous savez que les climats de la Bourgogne, ça peut être parfois entre là où je suis assis et l'autre côté de la pièce, ça peut être un autre climat et donc une autre appellation, et tout ça a été cartographié au cours des siècles par des moines. Donc quand je dis qu'il y a une approche spirituelle, le vin de Bourgogne, c'est quelque chose d'assez spirituel. Il faut s'entraîner le palais. Ça vient pas tout de suite, quoi. C'est pas donné. Il faut y bosser. Ça coûte assez cher, hein. Mais bon, moi j'arrive toujours à trouver, des vins plutôt abordables. Alors en Bourgogne, c'est de plus en plus difficile de trouver des vins abordables, mais j'aime beaucoup toute la finesse des terroirs et j'aime beaucoup essayer de comprendre justement qu'est-ce qui fait que
je ne sais pas, qu'un romanais ne soit pas la même chose qu'un échezeau, ou que ne soit pas non plus, n'est pas le même terroir que quelque chose de plus simple, comme par exemple un ladois, ou comme des choses un peu moins connues, ou comme un Gevrey-Chambertin, par exemple. J'aime beaucoup les grands blancs de Bourgogne, évidemment, le Meursault, le Chassagne-Montrachet, le Puligny-Montrachet, évidemment. J'adore des choses un peu moins connues, comme les Savigny-les-Beaunes, comme les Beaunes premiers crus, bon, bien sûr, le Nuit-Saint-Georges, enfin bref, je pourrais vous en citer, le Pernan-Vergelès, je cherchais le village à côté de Ladois, que j'adore également, un tout petit peu plus abordable. Voilà, je m'intéresse beaucoup au vin de Bourgogne, un peu au vin de la Loire. Ma famille étant originaire, enfin pas originaire, mais ayant habité de longues années à côté de Chinon. J'ai passé ma jeunesse à 20 bornes de Chinon. Donc je m'intéresse au Chinon, au Bourgueil. C'est intéressant le vin de la Loire, c'est beaucoup plus abordable, mais il y a des choses assez intéressantes. Il faut aimer le Cabernet Franc, c'est un tout petit peu plus particulier, avec quelque chose d'un tout petit peu plus qui accroche le palais, qui racle un tout petit peu. C'est un tout petit peu moins fin et subtil, mais ça peut être absolument délicieux. Et puis mon autre grande passion, c'est le vin espagnol. Alors ça peut vous paraître complètement bizarre, parce que quand on aime le vin de Bourgogne, généralement, on est aux antipodes de l'Espagne. L'Espagne, c'est de la puissance, mais ça peut être aussi en Rioja, en Ribera del Duero. On peut trouver des choses absolument magnifiques. Donc j'aime beaucoup le Ribera del Duero, j'aime beaucoup le vin de Rioja, j'aime beaucoup les Campo de Borgia. Enfin, il y a beaucoup de cépages qui m'intéressent, alors que c'est vrai, beaucoup de terroirs, beaucoup d'appellations. C'est vrai que c'est les antipodes. L'Espagne, c'est plutôt des vins puissants, c'est des vins de soleil, c'est des vins de Méditerranée, donc c'est extrêmement puissant, avec des climats extrêmement... C'est presque vraiment les antipodes de la Bourgogne, mais ça m'intéresse. Voilà, j'ai découvert des vins vraiment extraordinaires, donc c'est aussi une de mes passions. Et puis après, j'ai la littérature évidemment, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que, alors malheureusement, j'ai de moins en moins le temps de lire, mais j'ai trouvé quand même voilà, je suis devenu assez fan des livres audio, j'avoue. Le soir, quand je m'endors, je mets un casque. Et j'écoute un livre audio. Ça permet alors, c'est un tout petit... Le rapport au texte est différent. J'aime bien le rapport physique au texte. Vous savez, être tout seul, enfermé avec un texte, essayer de repérer, j'ai eu l'occasion de parler souvent de ça, c'est quelque chose qui m'obsède, les liens de causalité. C'est-à-dire, quand vous êtes avec un texte et avec un auteur, vous êtes enfermé dans un univers. C'est-à-dire, c'est l'antipode, c'est l'antithèse, de l'Internet, où vous êtes dans un environnement ouvert, vous lisez quelque chose sur l'Internet, vous pouvez à tout moment cliquer, il y a des bannières, il y a des liens hypertextes, il y a même des pop-up, comme on dit en français, des fenêtres surgissantes. Voilà. Quand vous êtes avec un livre, c'est l'inverse. Et il a été prouvé que quand vous êtes enfermé, prisonnier, volontaire, évidemment, avec un auteur, eh bien, vous êtes plus à même d'avoir une meilleure compréhension ce qu'on appelle les liens de causalité dans un texte, c'est-à-dire ce qui fait sens, tout simplement, dans une phrase, ce qui fait sens dans un paragraphe, là où l'auteur veut en venir, que ce soit un essayiste, que ce soit un romancier. Voilà. Donc, la littérature, c'est important pour moi, mais c'est vrai que le livre audio, ça me permet de continuer à me cultiver, continuer à assouvir mon adoration pour les grands auteurs français, pour Balzac, pour Proust, pour Gilbert Keith Chesterton en Angleterre, que j'adore, pour Cervantes, Don Quichotte, que j'adore, pour la grande littérature, pour Flaubert, évidemment, voilà, et le livre audio m'aide, voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet, je ne sais pas si c'est un pis-aller, parce que pour moi, c'est un peu différent comme démarche, mais j'avoue que me laisser bercer. Alors, c'est vrai que c'est très lié aussi à la voix du narrateur. C'est vrai qu'une fable de La Fontaine dite par quelqu'un de lambda ou dite par Fabrice Lucchini, par exemple, que j'adore, c'est pas la même chose, évidemment. Donc, vous avez quand même l'impact du lecteur et de la voix, même si, à mon avis, un lecteur de grand texte devrait s'effacer au profit du texte. Mais bon, Lucchini, en l'occurrence, j'adore quand... Alors, je crois pas qu'il ait fait de livre audio, mais je me souviens d'une émission de lui avec, chez Alain Finkielkraut, dans Réplique sur France Culture. Il parlait de La Fontaine et il disait de La Fontaine. Et là, je trouvais ça absolument, ça me mettait la chair de poule, littéralement. Donc là, c'est un autre exemple. Mais sans ça, j'aime écouter les livres audio, et donc la littérature est très importante pour moi. Alors, quels sont mes livres de chevet? Alors, je viens de vous avouer
que j'écoutais des livres audio, mais j'ai quand même des livres sur ma table de nuit ou à côté de mon lit. J'ai la Bible, parce qu'il se trouve que je suis chrétien, je lis les Écritures saintes, voilà, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec ma femme Sonia. Nous lisons la Bible, on essaye, mais c'est quasiment tous les jours. J'ai un long parcours, je suis né catholique, mais j'ai un long parcours d'athéisme, et je me suis tourné vers la religion assez récemment, vers la chrétienté d'ailleurs. Je préfère dire la chrétienté que la religion, parce que c'est deux choses qui sont très différentes pour moi. Et moi je lis les Écritures saintes tous les jours. Et donc c'est forcément un de mes livres de chevet. J'ai également Don Quichotte et jamais très loin, surtout dans la traduction de Florian pour les amateurs, parce que je trouve que c'est un sommet de la littérature absolue, de Cervantes, ce grand auteur espagnol. Voilà, et je lis alors, de manière un peu plus triviale, mais c'est en relation avec ma passion. J'ai aussi toujours près de ma table de nuit le guide des vins de France, parce que ça m'intéresse. Donc chaque soir, j'essaye d'étudier un domaine, où je lis une critique, où j'essaye de prendre des notes pour me constituer ma petite cave. Alors j'ai pas une cave dithyrambique et énorme comme beaucoup de gens que je connais, mais voilà, j'y consacre un tout petit peu de temps. Donc voilà. Et j'ai aussi les livres de Gilbert Keith Chesterton, notamment les deux bouquins que j'adore, Hérétique et Orthodoxie, qui sont des livres alors absolument géniaux. Si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, c'est absolument délicieux. C'est donc cet auteur anglais extraordinaire que moi j'adore. Ce sont des essais. Je crois d'ailleurs en parlant d'un de ces deux livres, il parle d'une autobiographie débraillée. C'était cet écrivain absolument génial, fin du 19e siècle, qui a vraiment apporté quelque chose de nouveau pour moi et qui était un monstre dans la littérature anglaise. Voilà quels sont mes livres de chevet. Alors, comment je choisis une tenue ? Alors, c'est relativement simple. Moi, j'ai une règle de conduite, c'est je choisis une tenue en fonction de qui je vais rencontrer dans la journée. Et si je ne rencontre personne, évidemment, je suis toujours avec mon épouse, c'est en fonction de ce que nous allons faire. Donc, si nous, comme sa grande majorité de nos journées, nous les passons à travailler sur le domaine sartorial et, en l'occurrence, à enregistrer beaucoup d'émissions pour YouTube, je m'habille en fonction de mon propos, tout simplement. Là, aujourd'hui, je me suis habillé de façon classique, avec, vous remarquerez le travail sur les rayures, avec une chemise à rayures et une cravate à rayures de tailles différentes et d'espacements différents, avec une veste de costume, un costume joli, tout simple, un bouton de chez Cifonelli, parce que je savais pas trop de quoi j'allais parler puisque c'est un sujet relativement large, mais on est sur discussion sartoriale, donc je m'habille pour l'occasion. Je crois que j'ai fait, alors par exemple quand je parle de choses plus décontractées, j'essaye de m'habiller de façon plus décontractée. Quand je sais que je vais aller voir des gens qu'on est invités chez des amis, on a quand même quelques amis dans le quartier, ou le dimanche on va aller déjeuner avec des copains dans le village, je sais que d'abord c'est dimanche, donc les gens ont plutôt tendance à être un tout petit peu plus relâchés. Vous savez comme quoi les traditions changent. Généralement le dimanche on s'habillait, aujourd'hui on a plutôt tendance à faire le contraire. On a plutôt tendance à se relâcher. Et je sais que de moins en moins de gens portent la cravate, de moins en moins de gens s'habillent en costume. Donc j'essaye toujours de m'adapter un tout petit peu aux situations. Ça ne veut pas dire que je vais pas m'habiller simplement pour faire comme tout le monde, mais je vais essayer toujours d'être cohérent avec la tonalité de mon environnement. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est une bonne règle de conduite en fonction de qui vous allez rencontrer, en fonction de, je sais pas, si vous avez un rendez-vous d'affaires, si vous avez une présentation à faire, si vous allez dans une négociation ou si vous allez plus simplement voir des amis. Essayez toujours de vous habiller en ayant à l'esprit qui vous allez rencontrer parce que parfois, quand on est trop habillé, ça peut mettre les gens mal à l'aise. Moi, je l'ai constaté de plus en plus, et je le constate d'ailleurs malheureusement de plus en plus, et c'est dommage, mais que des fois, même une cravate, ça peut mettre les gens mal à l'aise, ou ils se sentent obligés de commenter sur le fait que vous avez une cravate, ce qui est un peu stupide d'ailleurs entre nous, mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, donc essayez toujours de garder à l'esprit non pas de vous fondre dans l'environnement, parce que c'est toujours bien d'être meilleur de vous-même, mais simplement de mettre les gens de pas mettre les gens mal à l'aise, voilà, parce que j'ai eu l'occasion de le dire souvent sur cette chaîne. Pour moi, l'une des définitions de l'élégance personnelle, c'est aussi cette capacité de mettre autrui à l'aise autour de vous. Alors, si vous êtes un peu trop habillé, faites en sorte
de décontracter les gens avec votre attitude, avec le fait, avec votre discussion, avec votre bonne humeur. Je ne vais pas dire d'aller faire des blagues de camping, mais enfin, en tout cas, de mettre un peu d'ambiance et voilà, de mettre de la bonne humeur. Mettez les gens à l'aise autour de vous. Donc, je m'habille en fonction des occasions que je vais rencontrer dans la journée, que ce soit professionnel ou personnel. Quelle est ma citation préférée? Alors, j'en ai pas une, j'en ai deux, allez. J'en ai une que j'adore. Alors, je pense qu'elle est de Michel Audiard et qui dit « Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Il me semble d'ailleurs que c'est le titre du livre d'un de mes bons amis qui s'appelle Philippe Bloch, qui fait des livres plutôt business. Je sais qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Bienheureux les fêlés ». Et je pense que la phrase entière, c'est « Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Alors, j'adore cette phrase pour deux raisons, parce que c'est une phrase qui est... D'abord, elle est rigolote. Je trouve que c'est joli, quoi. C'est une très très belle inspiration. Et on peut la prendre de deux façons. On peut la prendre de façon un peu très Audiard, c'est-à-dire très sarcastique. Hein, quelqu'un qui est un peu fêlé dans le sens un peu cinglé. C'est vrai qu'un peu de folie dans la vie, même dans la manière dont vous vous habillez, dans la manière dont vous vous comportez, ça laisse passer la lumière au milieu de la morosité. On vit dans un monde qui est quand même assez terne. Je sais pas quand cette émission sera diffusée. Là, je l'enregistre, on est à la toute fin du mois de juillet. On a enregistré une vingtaine d'émissions d'affilée, donc j'ignore si elle sera diffusée pendant l'été ou plutôt à l'automne. Mais on vit quand même des périodes moroses avec la crise sanitaire, avec ces stades sans public, avec des gens qui n'ont pas le moral, avec cette histoire de passe sanitaire. On se demande si on va pouvoir aller boire un coup sans donner sa carte d'identité. Et puis, le climat économique est pas terrible. Et puis, il y a tout ce climat de haine sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis réintéressé à Twitter récemment parce qu'on est très, très... alors, je vais dire puissant, c'est pas le mot, mais enfin, on a beaucoup d'abonnés sur Facebook, sur Instagram, mais je m'étais jamais trop intéressé à Twitter, donc je m'y suis mis un tout petit peu. Au moment où je vous parle, on doit avoir un petit peu moins de 10 000 abonnés, donc vous voyez, on n'est pas très gros, mais j'ai découvert, oh mon Dieu, mais c'était un lieu de haine, quoi. C'était un lieu où les gens s'insultent en permanence sur Twitter et j'étais presque choqué. Donc j'essaye, à mon modeste niveau, de mettre plutôt un peu de politesse, de gentillesse, de bonne humeur, etc. Donc c'est vraiment cette notion de bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. C'est une notion de... c'est peut-être bien aussi de mettre un peu de lumière dans ce monde un peu noir, en ce moment un peu obscur, un peu terne, avec toute cette crise identitaire partout. Enfin voilà, moi j'ai l'impression quand même qu'avec des remèdes tout simples, un petit peu de gentillesse, un petit peu de politesse, un petit peu de considération pour autrui, un petit peu de bonne manière, un petit peu de patience, un petit peu de bienséance. Alors c'est peut-être des mots qui vous paraissent un peu désuet, mais j'ai quand même l'impression que c'est avec ces mots qu'on pourrait faire avancer le schmilblick, ou en tout cas sortir de cette espèce... J'ai l'impression qu'on est dans une impasse sociétale actuellement, et je pense que c'est pour ça que je m'intéresse au monde sartorial d'un point de vue beaucoup plus large. Je pense que ce qu'on prône ici, qui a à voir avec l'éthique, avec la beauté, avec le respect des autres, avec le respect de soi-même, est quelque chose qui va beaucoup plus loin que le vêtement. Donc c'était la première façon de voir cette citation « Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Et puis l'autre façon de la comprendre, qui est beaucoup moins joyeuse, c'est que les fêlures, vous savez, dans le sens, les cassures, les soucis qu'on a eus dans la vie, les contretemps, les blessures, les fêlures, littéralement, eh bien, malheureusement, j'ai quand même l'impression que c'est ce genre de choses on a besoin d'être un peu fêlé au sens négatif du terme, c'est-à-dire d'avoir eu des fêlures dans sa vie, des moments pas agréables, des moments de doute, des moments de peur, des moments de chagrin, mais que c'est la seule manière, au final, de laisser passer la lumière. Dans le sens où ce n'est qu'en souffrant un peu qu'on se rend compte à quel point on est heureux. Ce n'est qu'en en prenant un peu plein la figure, de temps en temps, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, moi, plus souvent qu'à mon tour, que finalement on se dit, ce que je fais, ce que j'ai, c'est vachement bien, quoi. C'est toujours... Donc cette notion de bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière, moi je la comprends aussi, je ne pense pas que c'était l'intention de Michel Audiard, sur la notion de, il faut souffrir, nous rend plus forts, et surtout nous permet d'avoir une vision différente
de la vie et de renouveler notre point de vue sur l'existence. Voilà, c'est pourquoi j'aime beaucoup cette citation. Et puis il y a une deuxième, qui vient de la Bible, alors je crois que c'est l'Évangile selon saint Marc, qui dit, quand Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même », en anglais c'est « Love your neighbor as yourself », parce que je lis la Bible en anglais. J'adore cette phrase, ça me transperce, ça m'emporte, parce que c'est tout ce qui nous manque dans le monde d'aujourd'hui. Je trouve que et c'est tellement contre-intuitif. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un monde qui prône exactement l'inverse de ça, qui prône croire en soi-même, s'aimer soi-même, avoir confiance en soi-même, se nourrir soi-même, vivre ses propres rêves. On est toujours vers l'intérieur et on va très rarement vers l'extérieur. Et quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », en anglais, c'est your neighbor. J'aime bien cette notion de ton voisin, d'ailleurs, ou l'autre, tout simplement. Je trouve que c'est ce qui manque à cette société. Parce que même si certains peuvent se gausser de défendre une cause et d'aimer leur prochain comme eux-mêmes, il y a beaucoup de choses partisanes aujourd'hui. Et je trouve que cette belle loi universelle, qui serait tout simplement de tendre la main et de penser un tout petit peu plus aux autres, ou en tout cas d'essayer de rééquilibrer la balance, ça s'appelle tout simplement la générosité, l'hospitalité, la considération, la compassion. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on a un tout petit peu perdues dans une société qui est devenue très, très auto-centrée. Et ça peut être étrange d'entendre ça dans la bouche d'un sartorialiste qui, par définition, aime s'habiller. On a l'image, nous, dans notre communauté, d'être des gens extrêmement égocentriques parce qu'on passe du temps à s'habiller, on aime bien être beau, on aime bien avoir une belle cravate, etc. Et en fait, quand vous allez plonger dans ce monde-là, si vous rencontrez certains congénères, personnes qui aiment le sartorihumanisme autant que vous allez découvrir qu'il n'y a pas que des gens coincés. Voilà mes deux citations préférées donc de Michel Audiard à Jésus-Christ. Vous voyez, le saut est quand même extrêmement large. Alors, quels sont mes objets fétiches? Alors, mon objet fétiche, ma bague, parce que voilà, c'est un petit anneau tout simple. Alors, cet anneau m'a été fait malheureusement alors pas malheureusement, parce que je suis très content, c'est un anneau en argent, tout bête, tout simple, qui a été taillé donc pour moi par l'argentier du roi d'Espagne, figurez-vous, qui s'appelait Plateria Lopez. Je dis qu'il s'appelait parce que malheureusement, c'est un genre de commerce artisanaux. Il faisait de l'argenterie. Voilà, et c'est pas en vogue l'argenterie. Qui achète aujourd'hui de l'argenterie pour mettre sur sa table, etc. Moi-même, j'en achète pas beaucoup. J'achète plutôt des antiquités avec Sonia. Et donc, ils m'ont fait cette bague en argent, voilà, tout simplement. Et depuis, ils n'ont pas survécu à la crise sanitaire et ils ont dû fermer boutique, malheureusement. C'est donc une institution espagnole qui a fermé boutique, mais c'est juste un tube en argent qui coûte quelques centaines d'euros. Ça n'a rien de précieux, mais c'est mon alliance, donc c'est très sentimental. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Mon objet fétiche, c'est ma fameuse pochette rouille. Vous la connaissez toute, ma pochette rouille, voilà. J'ai peut-être 200 ou 300 pochettes dans mes tiroirs, mais celle-ci, elle est de Simono Godard. Alors, c'est pas la peine de leur demander, malheureusement. J'ai eu Gerson et Benjamin Simono au téléphone il y a quelques jours, et ils m'ont dit que malheureusement, ce modèle-là, je connais pas son nom d'ailleurs, il ne me revient pas en tout cas, avec un fil stoppé comme ça, ils pouvaient plus le produire parce que le petit atelier qui maîtrisait encore cette technique, une technique assez pointue, venait lui aussi de fermer, avait fermé ses portes. Donc, mais en revanche, ils vont relancer, parce que depuis que j'ai parlé de la pochette rouille, ils reçoivent énormément de demandes en ce sens. Tout le monde leur demande une pochette rouille, et je sais qu'ils vont remettre sur le marché donc une pochette de couleur rouille. Alors j'aime ça parce que la rouille, ça va avec tout. Alors je ne dis pas la rouille, la couleur rouille va avec tout. Je porte cette pochette avec absolument tous mes costumes, que ce soit des costumes d'été, des costumes d'hiver, des vestes sport. Vous avez toujours besoin d'une pochette rouille. Ça, c'est mon deuxième objet favori. Et puis, mon troisième, c'est les stylos de mon papa. Alors, j'en ai qu'un ici. C'est le Meisterstück de chez Montblanc que j'ai hérité de mon père, qui nous a quittés en décembre 2019, donc il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'ai hérité de ces stylos. Alors, il a ce Montblanc Meisterstück que je l'aime bien parce que c'est un stylo des années 90. Et c'est marqué encore, là, c'est une curiosité, c'est marqué Made in West Germany. C'est-à-dire que c'était un stylo qui a été fabriqué, donc j'imagine, avant la chute du mur de Berlin, donc dans les années 80. Voilà, je l'aime bien, c'est un classique, le stylo. Et j'ai un autre petit Waterman qui lui appartenait,
un Karen, voilà, ça s'appelle. Un stylo à billes, pas d'une grande valeur, mais qui pour moi est une valeur sentimentale extrêmement importante. Alors, quelle est ma paire de souliers favoris? Alors ça, c'est vraiment une question piège pour moi parce que c'est pas facile. Vous imaginez que j'ai un placard à chaussures qui est assez fourni, j'aime beaucoup les souliers. Bon, allez, je me lance, je dirais ma paire de Richelieu One Cut de chez Paolo Scafora, en cousu norvégien. Alors, je ne peux pas vous la montrer là, je vais vous la montrer en photo, parce qu'elle est au ressemblage, chez Paolo, d'ailleurs, à Naples, à côté de Naples. Et c'est sans doute la paire de souliers que j'ai portée le plus souvent dans ma vie. C'est indestructible, increvable, chic, génial, fantastique, formidable, super confortable. Voilà, alors, j'ai un projet avec Stéphane Jiménez qui, je sais pas, qui d'ailleurs, je fais un essayage demain. Il vient me voir ici, en Bourgogne, pour faire le premier essayage de ma paire. Je pense que ça va rentrer en compétition avec la paire de Paolo Scafora. J'aime beaucoup mes Cariello, j'aime beaucoup mes Cortez, j'ai beaucoup de gens que j'aime beaucoup, vous le savez fort bien. Mais je dois dire que la paire, vous savez, c'est avec cette couture inversée. C'est ce magnifique modèle de chez Scafora, qui est en plusieurs couleurs d'ailleurs, et avec cette couture inversée qui donne une espèce de bourrelet comme ça. C'est vraiment des souliers formidables. Puis j'adore Paolo Scafora, qui est un mec comme ça. Donc ouais, voilà, cette paire de Paolo Scafora, je peux dire, c'est la paire en tout cas que j'ai portée le plus souvent dans ma vie. Quel est mon costume préféré? Alors ça, c'est vraiment, c'est pas simple. Bon, je ne vais pas vous faire une réponse un peu convenue ou un peu cliché, mais je dirais quand même que c'est mon premier. Le premier costume que j'ai fait en grande mesure chez Lorenzo Cifonelli, mon costume gris, si vous suivez cette émission ou cette série, vous le connaissez, je peux vous le remontrer. Je le porte encore, hein. Il est de 2007, c'est mon premier costume. J'avais économisé pour me le payer, je le porte encore. Je trouve que c'est une épure, voilà. Je l'aime beaucoup parce que c'est pas un tissu exceptionnel, c'est un Super 110, je crois, de chez Draper, c'est un très beau tissu, hein, gris moyen, voilà. Mais je me souviens, la première fois que je l'ai porté dans la rue, je marchais à 2 mètres du sol, quoi, parce que je me sentais bien dedans. Et puis surtout la coupe. Là, il n'y a aucun artifice sur un costume comme ça, c'est du tissu gris, c'est des revers à cran, normaux, il n'y a rien de particulier, tout est dans la coupe, tout est dans la science de l'art tailleur. Et ouais, je pense que c'est encore. Et ça restera sans doute mon costume préféré, bien que j'en ai beaucoup, évidemment, et j'en ai beaucoup que j'adore. Mais celui-ci, il a une place particulière dans mon cœur, c'est évident.